Bonjour et bienvenue sur le podcast Israël Décryptage qui vous décrypte la situation israélienne, la réalité israélienne. Avec moi, donc je suis Nissim Slama, guide et conférencier en Israël. Avec moi, Ilan Ben Moshe qui est aussi un guide et conférencier en Israël. On a décidé de conjuguer nos efforts et de faire ça ensemble. Et si tu veux te présenter? Alors, je m'appelle Ilan Ben Moshe, je suis architecte et guide touristique en Israël, et je me spécialise aussi dans toute l'histoire du conflit israélo-arabe, donc dans cette zone du globe. Donc voilà. Donc Ilan a préparé, il est en train de sortir maintenant une sorte de fascicule. De fascicule avec une cartographie de tout le conflit israélo-arabe, de toute l'histoire d'Israël. Il m'a demandé un peu mon aide. Donc, un petit peu. Voilà. Donc, non, je rigole. Au bout du compte, c'est son travail à fond. Et vraiment, c'est un super truc qu'il a fait. Donc, en même temps, je me suis dit, on va l'inviter. Et quand ça sortira, je vous mettrai un lien pour pouvoir acheter ce petit fascicule avec toutes ces cartes. Mais ce qu'on voulait parler aujourd'hui vraiment, c'est qu'on voulait parler aujourd'hui de Gaza. La bande de Gaza. Tout simplement parce que c'est dans l'actualité que toute la journée est en train de parler de la bande de Gaza. Moi, j'étais pendant à peu près 2 petits mois en réserve militaire dans la bande de Gaza, en combat. Là, je suis revenu de la réserve militaire, donc je pense que c'est le moment maintenant de parler un peu de Gaza et de comprendre un peu ce qui se passe. Ok? Alors moi, j'ai une question à te poser, Nissim, pour commencer. Mais cette zone géographique de la bande de Gaza, parle-moi un petit peu de son histoire et de cette région. Alors, on va commencer comme ça. D'abord, tu sais autant que moi. Tu me poses des questions, en fait, il sait autant que moi. Hein. C'est juste pour faire avancer la discussion. Et d'où vient cette histoire de bande de Gaza? D'abord, il faut comprendre pourquoi il y a une ville de Gaza au sud d'Israël. Et on est donc sur la Méditerranée, vraiment entre l'Égypte et Israël, plus ou moins. Et si j'arrive depuis l'Égypte et que je veux monter depuis l'Égypte vers la Mésopotamie, je passe au niveau de la mer, je longe la mer jusqu'au moment où j'arrive là où aujourd'hui se trouve Tel Aviv et la rivière du Yarkon. Et là, je tourne sur le Yarkon pour continuer ma route. Donc c'est bien la route de la mer. Donc c'est la route de la mer. Qui relie donc l'Égypte à la Mésopotamie. Exactement. En passant par ce passage étroit, ce couloir. Étroit, exactement. Donc, et en même temps, c'est un endroit où on peut installer un port. Donc il y avait un port international très important. Et c'est aussi le terminus de ce qu'on appelait la route des Nabatéens. Donc à l'origine, dans l'Antiquité, si je dois acheter des épices qui se trouvent en Inde ou en Arabie ou de ce genre de ils arrivent par le désert, par des caravanes par des énormes caravanes de chameaux, ils arrivent jusqu'à la bande côtière de la ville de Gaza, et dans la ville de Gaza, ils sont pris, donc, en bateau vers Rome, vers l'Italie, vers la Grèce, etc. Donc c'est une croisée des chemins. Autour, il y a des zones où on peut, par rapport au désert, qui est tout autour, c'est les seules zones où on peut cultiver des choses. Par exemple, au 19e siècle, là-bas, on cultivait des céréales qui permettaient à l'Angleterre, qui étaient exportées vers l'Angleterre pour faire de la bière en Angleterre. Donc, tu vois, un peu comme le blé en Égypte à l'époque. Exactement, comme le blé en Égypte à l'époque. Donc, on a vraiment énormément d'exportation. Donc, on a tout ce qu'il faut pour avoir une ville. On a de l'eau parce qu'il y a une nappe phréatique qui est vraiment sous la ville de Gaza, sous la bande de Gaza, il y a une nappe phréatique. Donc, en gros, en plein désert de sable, on va avoir une ville qui a tout ce qu'il faut pour faire une ville. Cette ville n'a jamais été une ville juive, ça a toujours été la ville qui était vers la route de l'Égypte. À l'époque des Maccabées, elle a été conquise et détruite par les Maccabées, par les Asmonéens. Elle va être reconstruite par les Romains, reconstruite. Elle sera jamais vraiment, d'un côté, elle sera jamais une ville juive, de l'autre côté, il y aura toujours des juifs qui habiteront. Une présence juive et quelques familles qui habiteront dans cette toujours, il y aura une présence juive et des familles juives qui habiteront. Et ce jusqu'en 1948, jusqu'à la création de l'État d'Israël. À la création de l'État d'Israël, il y a encore des dizaines de familles juives qui habitent dans la ville de Gaza et qui sont tout simplement vidées de la ville de Gaza pendant la guerre. Donc, si je peux résumer jusqu'ici, donc on a un endroit qui est stratégiquement très important, grâce à sa route, et grâce à son ouverture par rapport à la mer Méditerranée et à l'Europe, et on a bien sûr l'entrée de cette terre d'Israël par rapport à l'Égypte. Exactement. Si on arrive depuis l'Égypte, l'entrée vers la Palestine, terre d'Israël, c'est Gaza. C'est la porte d'entrée, il y a aucun moyen. Même les Britanniques, quand les Britanniques conquièrent le pays en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, ce qui va tout changer au niveau du Moyen-Orient, ils vont passer par Gaza. Beersheba et Gaza. Beersheba et Gaza. D'abord, ils essayent d'attaquer Gaza. Ils se retrouvent face à Gaza, ils n'arrivent pas à conquérir Gaza. Et donc, Beersheba, en fait, c'était le plan B. C'était le plan B pour diversion. Plan B, là-bas, il y a toute une histoire, quand ils ont fait diversion, etc.
et ils prennent Beersheva, qui est la petite ville au milieu du désert, qui va leur permettre de monter vers Jérusalem. Mais au bout du compte, la grosse bataille, c'est à Gaza, et ils n'arrivent pas, après plusieurs attaques, ils n'arrivent pas à conquérir Gaza. Donc il faut bien comprendre, Gaza, c'est une ville très importante depuis l'Antiquité, jusqu'aux croisées vraiment de toutes les époques. Donc moi j'ai une question. Donc on a vu un petit peu le côté géographique et historique, mais parle-moi un petit peu de la population. Comment est-ce que cette population arabe est en fin de compte arrivée dans cette zone qui s'appelle aujourd'hui la bande de Gaza, qui comprend bien sûr cette ville, la ville de Gaza. Ok, alors d'abord qu'est-ce que c'est la bande de Gaza? La bande de Gaza, c'est une petite bande de terre d'à peu près 6 km de large, plus ou moins, et sur à peu près 40 km de long. Ok, c'est vraiment une bande. C'est en forme de bande, c'est pour ça qu'on appelle ça la bande de Gaza. Pourquoi on appelle ça la bande de Gaza? Parce que la ville principale de cette bande de terre, c'est Gaza. Comment on arrivait à cette bande de Gaza? C'est tout simple. Pendant la guerre d'indépendance d'Israël, donc en 1948, le 29 novembre 1947, il y a le plan de partition est voté à l'ONU, ce qui commence une guerre civile entre les Juifs et les Arabes en Palestine mandataire. Une guerre civile. Une guerre civile pour l'instant, jusqu'au 15 mai 48. 15 mai 48, c'est la fin donc du mandat britannique officiel. Les Britanniques s'en vont. Et là, il y a une invasion de tous les pays arabes autour de la terre d'Israël, autour de la Palestine, qui est envahie pour détruire, pour écraser dans l'œuf ce projet d'État juif. Maintenant, au bout du compte, les Égyptiens, ils attaquent depuis le sud. Ils ont deux grands axes d'attaque, exactement comme les Britanniques. Ils avaient fait quelques années avant. Ils attaquent donc depuis la bande de Gaza sur le long de la côte. Ok, donc ça depuis le long de la côte jusqu'à Tel Aviv, vont arriver jusqu'à Jaffa, Tel Aviv, et ils attaquent vers la zone de Beersheva jusqu'à Jérusalem. Ils arrivent jusqu'à Jérusalem, jusqu'au sud de Jérusalem. Au bout du compte, Tsahal arrive à les repousser. Et les Égyptiens ne restent que dans cette petite bande de terre qu'ils annexent en 1950. Et donc à partir de 1950, ils prennent en fait c'est l'endroit qui a été conquis sur le mandat ou sur ce qui était promis pour l'État d'Israël, ce qui a été conquis pour l'État arabe. Et Gaza était dans le plan de partition pour l'État arabe, mais je rappelle que les Arabes ont refusé. Oui, donc le plan n'a pas... Donc le plan n'a aucune valeur légale, ne vaut absolument rien. Et au bout du compte, au niveau légal, la seule chose qui a valeur légale, c'est San Remo et le mandat qui dit que toute cette terre est pour l'État juif. Donc au bout du compte, ce qui se passe, c'est que et même si c'était pour un État arabe, c'est pas pour l'Égypte, c'est pour un État arabe indépendant local. Alors moi j'ai une question à te poser. Revenons un petit peu avant 1948 et 47. Mais quelle population se trouve dans la bande de Gaza après l'époque mamelouk? Donc on a surtout des Égyptiens en fait. Faut bien comprendre. Gaza est une ville totalement égyptienne. Gaza va être détruite d'abord pendant des années. Elle va être détruite. Ça va être un petit village de rien du tout. Elle va être détruite totalement. Et au bout du compte, si j'arrive avant les années 40 et surtout si j'arrive après 48. La majorité de la population à Gaza est égyptienne d'origine. D'abord, Gaza, d'avant 48, est une ville qui a une forte égyptionnalité, je sais pas comment on peut dire. Ok. Même par rapport aux fouilles archéologiques qui ont été effectuées. Même par rapport aux fouilles archéologiques, etc. Parce que c'est vraiment le grand empire juste à côté, c'est la porte vers le nord, donc, de l'Égypte. Et la deuxième chose, c'est que, au bout du compte, ce qui va se passer en 48, c'est que on va avoir des centaines de milliers. Tu connais plus que moi exactement le chiffre. Il me semble 200 000, n'est-ce pas? Exactement. Et 200 000 Palestiniens qui vont, ce qu'on appelle aujourd'hui des Palestiniens, donc des Arabes de Palestine, qui vont quitter leur village, qui vont être virés de leur village. Chacun son propre narrative et chaque village son propre histoire. Il y a eu les deux. Donc ils vont quitter, c'est la fameuse Nakba, la fameuse catastrophe et le fameux départ de 700 000 Arabes de ce que va devenir l'État d'Israël. Ils arrivent, 200 000 d'entre eux arrivent jusqu'à Gaza, qui est territoire égyptien, puisque les Égyptiens viennent de le conquérir hier, vraiment le jour d'avant. Sans en faire un pays arabe. Sans faire un pays arabe, ils ont dit ça c'est à nous. Voilà, maintenant ça c'est à nous, ça fait partie du territoire. Ça va être une zone qui va être gérée par l'armée égyptienne. Par l'armée égyptienne. Donc, ça va être une zone vraiment gérée par l'armée égyptienne. Et là-bas, il y a 200 000 Palestiniens, ce qu'on appelle aujourd'hui Palestiniens, c'est un peu un anachronisme, mais je vais l'utiliser, qui arrivent et qui vont habiter là-bas. Mais ces Palestiniens eux-mêmes, à l'origine, au 19e siècle, ils viennent d'Égypte. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au 19e siècle, je sais que c'est un peu compliqué, mais au 19e siècle, les Égyptiens, Mohamed Ali, qui est en fait un officier d'Albanie d'origine, que les Ottomans mettent en place en Égypte comme gouverneur d'Égypte, prend son indépendance par rapport à l'Empire ottoman, leur fait la guerre, conquiert
la terre d'Israël, la Palestine, conquiert le territoire donc qui sont au nord de l'Égypte. La Syrie du Sud, on va Voilà, la Syrie du Sud va être viré par les forces britanniques et françaises quelques dizaines d'années plus tard. Mais en attendant, comme il a trop de population en Égypte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire immigrer vers le nord, immigrer vers l'est. Donc ça veut dire, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on peut voir, en demandant à certaines familles arabes qui habitent dans la bande de Gaza, quel est leur nom de famille. Et il y a le nom de famille El Masri, qui veut dire Mitzrayim, qui veut dire l'Égypte. Ça veut dire que le nom de famille prouve l'appartenance à la région d'où s'est formée cette même famille. Exactement. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que la majorité des habitants de Gaza d'aujourd'hui, c'est 2 millions 200 000 habitants. La majorité d'entre eux sont les descendants des réfugiés de 48, qui sont eux-mêmes des descendants de réfugiés ou d'immigrés du 19e siècle qui viennent d'Égypte. Donc ça veut dire que en 1947, avant le plan de partage de l'ONU, on a donc dans la bande de Gaza une grande partie des Arabes qui sont émigrés d'Égypte et une minorité juive qui s'implante. Alors il y a une communauté qui existe ici depuis des centaines et des milliers d'années. Milliers, je sais pas, mais centaines d'années. Et on a aussi quelques villages qui commencent à voir le jour avant 47, comme Kfar Darom. Et exactement, des petits villages juifs qui commencent à voir le jour. Il y a une communauté juive dans Gaza même. On a par exemple là-bas une synagogue juive de l'époque byzantine. Elle a été datée à 506 d'après les pièces qu'on a trouvées là-bas, avec un superbe mosaïque sur le roi David. Donc on a là-bas une présence juive, mais au bout du compte, on parle d'un village arabe, égyptien, surtout égyptien, dont la population va quadrupler en 1948 avec la Nakba, avec la venue de 200 000 réfugiés qui arrivent et qui sont considérés par rapport, faudrait qu'on fasse un épisode sur le problème des réfugiés, mais qui sont considérés, malgré la loi internationale qui dit que les réfugiés c'est que la première génération, qui sont aujourd'hui toujours considérés comme des réfugiés après 3 à 4 générations. Ils sont toujours gérés par l'UNRWA, qui est l'officine des Nations Unies pour les réfugiés, que pour les réfugiés palestiniens. Que pour les réfugiés palestiniens. Donc en gros, on parle d'une ville qui est l'arabe qui parle là-bas, c'est un arabe égyptien. Et ce qu'ils mangent là-bas, c'est les plats typiques égyptiens, avec les fèves, etc. Et on l'a vu, il y a une alimentation qui est très naturelle. Voilà, très naturel, on peut dire ça comme ça. Mais en gros, l'idée c'est vraiment qu'à l'origine c'est des Égyptiens et qui reviennent vers la bande de Gaza. Et c'est la bande de Gaza est une bande de terre, et c'est pour ça qu'on appelle la bande de Gaza. En 48 n'existe pas. Il y a pas de bande de Gaza. Il y a la ville de Gaza qui est à quelques kilomètres au nord de la frontière entre l'Égypte et la Palestine mandataire. Et d'un coup, il y a une bande qui est conquise, une bande de terre qui est conquise, annexée par l'armée égyptienne, jusqu'en 1967. Donc ça veut dire... À part un petit épisode de quelques mois en 56, mais en gros... Donc on va dire de 47 à la guerre des 6 jours, 1967, on a dans la bande de Gaza donc des Arabes qui viennent de familles à la base égyptienne, on a des Arabes de cette même Nakba qui ont émigré vers la bande de Gaza, et la minorité... Et qui sont eux-mêmes égyptiens. Et qui sont eux-mêmes égyptiens à la base, et cette minorité juive qui a quitté donc, avec la guerre de 48, la bande de Gaza. Donc en 67, qu'est-ce qui se passe, Nissim, explique-nous. Donc d'abord, en 56... Israël fait la guerre contre l'Égypte, on envahit, conquiert la péninsule, c'est la péninsule du Sinaï, c'est l'opération Suez, la guerre de Suez, etc. On récupère pour quelques mois et la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza. Mais après quelques mois, les Américains et les Russes nous disent barrez-vous, sortez, et Israël abandonne à nouveau ce morceau de territoire jusqu'en 67. En 67, on conquiert et toute la péninsule du Sinaï jusqu'à le canal de Suez et la bande de Gaza avec tous ses habitants. Non, faut bien comprendre aussi que dans les années 50 et dans les années 50, il y a énormément de fedayoun. Donc les fedayoun, c'est les combattants palestiniens, les terroristes palestiniens qui sortent depuis la bande de Gaza et qui vont attaquer les villes et villages juifs qui sont tout autour. Poussés par l'OLP et le Fatah, c'est ça? Il n'y a pas encore l'OLP et le Fatah. L'OLP est créé vraiment en 50, quelques années plus tard. Et en 64, l'OLP est créé. Donc ils sont poussés par les Égyptiens, en fait. C'est les Égyptiens qui envoient les Palestiniens et qui les envoient pour revenir dans leur village, pour essayer de revenir dans leur village et attaquer les Juifs qui habitent. Et on a un truc dont Roy Rothberg, il me semble son nom, qui est dans un petit kibbutz autour de la bande de Gaza, qui est tué, il me semble que c'est en 51. Faudrait qu'on vérifie ça. Et Moshe Dayan arrive pour faire le logis de ce gars-là, qui était l'officier responsable de la protection du petit kibbutz. Et donc, on a un célèbre discours de Moshe Dayan, c'est un des discours les plus célèbres dans l'histoire israélienne, où il explique, qu'est-ce que vous croyez? Il explique aux gens, qu'est-ce que vous croyez? Vous habitez ici dans le kibbutz, tranquille. Et là-bas, les Arabes, ils habitent de l'autre côté, ils voient ce que pour eux est à eux. Qui vont pas vous attaquer.
et vraiment vous attaquer, et on se devra toujours vivre avec l'épée sur la hanche et être prêt à se battre, et être prêt à se défendre. Et peut-être que le 7 octobre, c'est une des leçons, c'est qu'on a oublié la leçon de Moshe Dayan de cette théologie. Mais en 67, guerre des 6 jours, Israël récupère la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza, et gère en fait de manière militaire la bande de Gaza jusqu'aux accords d'Oslo. Donc j'aimerais appuyer un point qui est très important. Ça veut dire que la Jordanie qui va annexer la Judée-Samarie et l'Égypte qui va s'emparer de la bande de Gaza ne vont jamais créer Ne tape pas sur la table parce que ça fait ne vont jamais créer un pays arabe palestinien. Non, pas du tout. Ils vont préférer donc les dominer. Exactement. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a jamais eu d'État de toute l'existence, de toute l'histoire. Il n'y a jamais eu d'État palestinien indépendant. C'est-à-dire les deux seuls États, les seuls États indépendants sur ce territoire, donc c'est-à-dire qu'ils font pas partie d'un empire. Il y a eu plein d'empires ici. La majorité de l'histoire la terre d'Israël / Palestine appartient à un empire. Les seuls moments où il n'y a pas eu d'empire, c'est quand il y a eu les États juifs. Donc, d'abord, des rois juifs de la Bible. On va dire entre moins 1200, on va dire, quand les Juifs arrivent, et 586, c'est la destruction la conquête babylonienne. Ensuite, on va dire l'État indépendant des Asmonéens qui commence en 142 et qui est conquis par les Romains en moins 63, en moins 142 et moins 63. Peut-être l'État de Bar Korva, s'il a existé vraiment, qui était pendant quelques années, et les Croisés. Et les Croisés, qui est un État chrétien. Mais on n'a jamais eu ici d'État arabe-musulman. Quand c'était terre arabe-musulman, ça toujours faisait partie d'un empire, d'un grand empire. Empire turc, empire mamelouk, etc. Maintenant, il faut bien comprendre, au niveau idéologique de base, pour les Égyptiens, maintenant ils soutiennent l'État palestinien, etc. Mais il faut bien comprendre qu'à la base, leur idée, c'était de dire reconquérir, et je prends tout ça pour moi, ça fait partie de l'Égypte, comme dans l'Antiquité, ça faisait partie de l'Égypte. Ils voient ça comme faisant. La Syrie voit la terre d'Israël et la Jordanie comme faisant partie d'une grande Syrie. Bien sûr. Et la Jordanie voit les deux côtés du Jourdain comme faisant partie d'une grande Jordanie. Donc, au bout du compte, les Jordaniens en Cisjordanie, la Cisjordanie vient parce que ils sont en Transjordanie, donc ils sont obligés d'inventer un nouveau nom, donc ils inventent le nom Cisjordanie, et les Égyptiens dans la bande de Gaza, ne donnent absolument pas d'État palestinien aux Palestiniens, et absolument pas ils ne les reconnaissent pas. Et ils reconnaissent pas l'idée de Palestiniens. Ils vont inventer l'OLP en 64 pour embêter Israël et comme outil de travail contre Israël que vraiment comme État indépendant, parce que si avec une culture, avec une langue, voilà, etc. c'est l'histoire de l'OLP. Le truc, c'est que c'était dans 1964. Maintenant, avec ça, je veux quand même dire que pendant une petite année, dans 49-50, il y a le Conseil suprême musulman, donc de Hajj Amin al-Husseini, qui était le champion des Arabes palestiniens pendant la guerre d'indépendance, qui s'installe à Gaza. Et donc, à Gaza, pendant peut-être un an comme ça, il y a une idée les Égyptiens, ils sont pas sûrs. Est-ce qu'ils vont donner ça au Conseil musulman Conseil musulman suprême de Hajj Amin Husseini, qui était l'autorité palestinienne supérieure, ultime, ou annexer ça pour eux. Au bout du compte, ils vont virer les Palestiniens et ils vont annexer les notables palestiniens, ils vont annexer Gaza pour eux-mêmes, qui vont un peu leur servir comme des potoirs. Hein. C'est l'endroit où on envoie tous les gens qu'on veut pas, on les envoie à Gaza. Mais qu'en 67 où Israël conquiert et envahit, conquiert, occupe, on s'en fout. Donc quelle est la situation quand Israël va reprendre le pouvoir donc dans la bande de Gaza? D'abord, il va pas reprendre parce qu'on n'a jamais été dans la bande de Gaza, mais ce qu'il va faire, c'est qu'Israël donc va au niveau des Palestiniens, il va y avoir donc un contrôle militaire des Palestiniens avec l'armée qui va contrôler, faire un gouverneur militaire qui va gouverner l'endroit, qui va gouverner les Palestiniens, avec des hauts et des bas. Ok, donc on a des époques avec énormément d'attentats terroristes qui sortent de Gaza, des époques qui sont beaucoup plus tranquilles, des époques qui sont moins tranquilles, des hauts et des bas, et dans tous les cas. Mais par exemple, dans les années 90, ma grand-mère, qui habitait à Beersheva, donc c'est à peu près 50 km de Gaza. Ils allaient au souk. Ils allaient au marché de Gaza. Ma Exactement. grand-mère faisait son marché à Gaza. Et est-ce que les habitants de Gaza pouvaient eux-mêmes venir se balader à Tel Aviv ou sortir de cette même bande de Gaza? Jusqu'aux accords d'Oslo, et les habitants de Tel Aviv, et les habitants de Gaza, et les habitants de toute la bande de Gaza, et les habitants de la Cisjordanie, pouvaient se promener et faire ce qu'ils voulaient. Donc autant les Israéliens pouvaient aller dans toutes les villes de Cisjordanie, toutes les villes de la bande de Gaza, autant les Arabes qui habitaient donc dans ces zones-là
pouvaient aller partout en Israël. Plus que ça, si je vais dans les années, en 1989, je me retrouve maintenant à Hébron, ou à Ramallah, ou à Gaza, et qu'il y a un vol, et que je dois aller voir la police responsable est la police israélienne. Donc on a des Arabes locaux, qui ne sont pas israéliens de citoyenneté. Ils n'ont pas la citoyenneté israélienne. Ils peuvent avoir la citoyenneté jordanienne, la citoyenneté égyptienne, ou être apatrides, mais ils sont pas citoyens israéliens, mais ils sont policiers de la police israélienne. Avec armés par la police israélienne. Donc il y a vraiment ça. Et en même temps, Israël, ce que fait en même temps, c'est qu'elle commence à construire ce qu'on appelle en France des colonies ou des implantations dans la bande de Gaza, dont la plus importante est Gush Katif, qui est au sud donc de la ville de Gaza, sur la mer plus ou moins. Là où si on regarde sur une carte, si vous regardez une carte, c'est là où plus ou moins il y a Khan Younes, à côté de Khan Younes, de la ville de Khan Younes. C'est pas la seule implantation là-bas. Et on se retrouve, on va dire, une vingtaine d'implantations jusqu'en 2005, avec à peu près en 2005, c'est à peu près 15 000 habitants 15 000 habitants juifs israéliens, qui habitent là-bas dans la bande de Gaza, dans des implantations. Eux, maintenant, encore une fois, toutes les implantations juives et en Cisjordanie et à Gaza sont pas mélangées avec les Arabes. C'est vraiment des villages à part, sur des terrains qui sont ou été achetés par les Israéliens, ou des terrains qui sont des terrains qui appartiennent à l'État. C'est pas, c'est-à-dire personne ne rentre chez quelqu'un et tape à la porte et dire casse-toi, c'est ma place maintenant. Ça c'est une fantaisie qui n'existe pas. Et jusqu'en 2005, il y a le fameux programme de désengagement de Gaza, où Israël retire. Mais avant ça, il y a les accords d'Oslo, que c'est très important. Donc les accords d'Oslo, l'accord d'Oslo 1, c'est en 93, l'accord d'Oslo 2, c'est en 95, qui est plus important pour nous. Les accords d'Oslo qui divisent donc toute la Cisjordanie et la bande de Gaza. Trois zones. A, B et C. Pour en fin de compte, quoi? Pour donner une autonomie aux Palestiniens. En fait, l'idée, c'était de donner en zone A, la zone A, c'est là où il y a la majorité des Palestiniens qui habitent, mais c'est au niveau territorial, c'est la minorité du territoire, ok? D'accord. Et donc, c'est là-bas, et en zone A, les Palestiniens ont tout, jusqu'à aujourd'hui en Cisjordanie. Si un touriste vient en Israël, par exemple, et qui prend un taxi, qui voyage depuis Jérusalem jusqu'à Bethléem pour visiter l'église de la Nativité, il rentre dans une sorte d'état palestinien indépendant. Là-bas, les policiers sont palestiniens, il va y avoir partout marqué État de Palestine. Donc, ces accords d'Oslo, avaient pour but de créer, en fin de compte, un deuxième État? Et ça dépend pour qui. D'accord. Ça dépend pour qui. Ça, c'est, dans les accords d'Oslo, les accords d'Oslo ne parlent pas du tout d'un État palestinien, et si on entend Rabin, qui a signé les accords d'Oslo à la Knesset, dit très simplement, je ne veux pas d'un État palestinien, c'est une autonomie plus. Mais c'est pas, si on demande à un Palestinien, il va te dire oui, c'est pour faire un État, évidemment. Si on demande à un Européen, il va te dire oui, le but c'est de faire un État palestinien, et c'est ce que les Israéliens vont proposer en 2000, et au camp David, que Ehud Barak, le premier ministre israélien, a proposé en 2000, est-ce que les Palestiniens vont refuser, comme ils ont refusé le plan Peel en 37, comme ils ont refusé l'accord de partage, le plan de partage de 47, comme ils ont refusé comme ils refusent après en 2008, Annapolis, dans tous les cas ils refusent. Mais l'idée c'est que les accords d'Oslo eux-mêmes ne parlent pas d'un État palestinien. On parle d'une autonomie. On parle d'une autonomie. Les accords d'Oslo parlent d'une autonomie et une division entre trois zones A, B et C, que la zone A est totalement sous contrôle palestinien, de l'autorité palestinienne, totale. Et donc, dans la bande de Gaza aussi, comme en Cisjordanie, il y a une division entre A, B et C. La seule différence, c'est que... Je crois que dans la bande de Gaza, il n'y a que A. Non, la bande de Gaza, il y a A, B et C. Il y a A, C. B, je sais pas si... B, c'est le long des routes, il y a des petits villages B. D'accord. Il y a A, B et C. Mais en gros, l'idée dans ta carte, il y a que A et B. Oui. Il y a que A et C. Alors d'abord, je peux me tromper. Ok, d'abord, je peux me tromper. Mais en gros, le truc, c'est qu'il y a des routes qui arrivent depuis Israël jusqu'à par exemple Gush Katif, et ces routes-là ne peuvent pas être en zone A. D'accord. Parce qu'Israël doit contrôler au niveau militaire la route. Effectivement. Donc ça peut être en zone B. Donc c'était zone B. Maintenant, j'ai une petite question, je veux revenir une seconde parce que ça va aussi impacter sur ce qui s'est passé il y a quelques mois. Il y a le Hamas qui va être créé pendant l'intifada numéro 1 à Gaza par Ahmed Yassin. Alors qu'on va dire l'entité qui va représenter les Arabes palestiniens à Oslo, c'est bien l'OLP. C'est bien l'OLP. Donc on a en fait deux entités qui vont un petit peu se faire la guerre en quelque sorte, avec des idéologies différentes. Pas un petit peu, ils se font la guerre. Voilà, donc on a le Hamas et... Ne tape pas sur la table, ça. Et le Hamas et l'OLP qui vont en fin de compte avoir une idéologie complètement différente.
Et non, pas totalement différente, faut pas non plus exagérer les différences, mais oui, il y a une différence, et il faut bien comprendre d'où vient le Hamas, et d'où vient l'OLP, et qu'est-ce qui se passe dans la bande de Gaza. D'abord, le Hamas est créé, et même avant la première intifada, il va surtout prendre beaucoup de ressorts pendant la première intifada. Donc, première intifada commence en décembre 87. C'est toute l'année 88, pratiquement, elle finit début 89. La première intifada, c'est contrairement à la seconde intifada, on parle surtout de pierres, cocktails Molotov, quelques attaques au couteau, des attaques Armes blanches. Armes blanches surtout, et on n'a pas d'armes à feu chez les Palestiniens à cette époque-là. Donc, mais il y a ce qu'on appelle donc la première intifada qui commence en décembre 87. Intifada, ça veut dire révolte. Hein. La révolte. Qui va commencer décembre 87. Elle va commencer où spécialement? Elle commence, si je me trompe pas, du côté de Ramallah. D'accord. Là-bas, il y a un accident de voiture, il y a un Israélien qui écrase un Palestinien avec un camion, ce qui provoque... c'est un peu comme quand on voyait les émeutes. Voilà, comme un peu les émeutes à Paris qui commencent parce qu'il y a un gosse qui a été poursuivi par la police et qu'il est rentré dans un... c'est exactement le même. Donc il y a un accident qui va dégénérer. Qui va dégénérer, et ça va commencer une révolte, qui au début est très populaire et qui va être récupérée par l'OLP, surtout en Cisjordanie. C'est l'OLP qui va récupérer. À Gaza, les choses sont un peu différentes, et c'est surtout le Hamas qui va récupérer. Le Hamas, d'où il vient? D'abord, il faut comprendre l'idéologie du Hamas pour comprendre comment ça marche. Le Hamas fait partie des frères musulmans. Créé en Égypte. Donc, les frères musulmans sont avant tout une organisation égyptienne d'origine. Donc, c'est la branche palestinienne des frères musulmans, et c'est comme ça qu'ils se voient. Donc, c'est comme ça qu'ils se voient. Donc, on va dire que c'est surtout un mouvement religieux. C'est pas surtout, c'est que un mouvement religieux. C'est un mouvement religieux. Mais un mouvement religieux musulman où l'islam ne fait pas de différence entre le religieux et le politique. Très bien. Ne fait pas de différence entre le religieux et le politique. Et donc, d'abord, avant de parler de leur étape, on va parler c'est quoi leur but. Quoi leur but. Il y a un interview de Douglas Murray. Tu connais Douglas Murray? Non. Et un philosophe très bon. Regarde sur YouTube. Qui un jour il parle avec il est britannique, il parle avec une dame anglaise, et elle lui demande c'est quoi le but du Hamas. Et il dit le but du Hamas, c'est que tout le monde devienne musulman à la fin du monde, la fin des temps. C'est ça le but du Hamas, c'est que tout le monde devienne musulman à la fin des temps. Il dit non, c'est quoi vraiment leur but? Il dit, le but, et elle ne croit pas. Oui, le but du Hamas, c'est les frères musulmans. Le but, c'est que tout le monde devienne musulman, que la Palestine, donc l'État d'Israël, la Palestine, soit vidé de tous les gens qui ne sont pas musulmans, parce que ça fait partie du waqf, de ce qui est c'est un peu comme l'Arabie Saoudite, que les non-musulmans n'ont pas le droit d'entrer, comme autour de la Mecque, etc. Donc il faut virer d'ici tous les non-musulmans, faire un État totalement musulman. Au bout du compte, le monde entier va devenir musulman, et on va amener la fin des temps. C'est très simple, c'est eschatologique, c'est une vision eschatologique. Prosélyte. Non, plus que prosélyte, eschatologique. Ils sont pas prosélytes, et ils te voient contre que juif, ils vont pas te dire, viens musulman. Ils vont te tuer. Ok? Mais l'idée, c'est moins l'islam est prosélyte, mais les frères musulmans et le Hamas, ils ont pas une idée le prosélytisme n'est pas la première chose. Le prosélytisme est second au fait d'abord que on va tuer tous les gens qui sont pas musulmans, on va tuer tous les kafrim, tous les renégats à l'islam. Et surtout ces juifs-là qui, au lieu d'être des citoyens de seconde zone, comme l'islam leur demande, et prennent des armes et veulent un État indépendant, etc., on va virer tout le monde, et tout le monde, ça va devenir entièrement musulman. Au bout du compte, toute la planète va devenir musulmane, et c'est la fin du temps. Donc c'est un djihad qui va être violent. C'est pas qu'on va... c'est pour ça. Il y a deux étapes. Le djihad violent est la deuxième étape. Ah. La première étape, tout le monde commence, tous les mouvements musulmans commencent par une première étape, qui est une étape on va dire de se rapprocher, en hébreu on dit kiruv halevavot, se rapprocher des cœurs. Donc de convaincre les gens, surtout par les aider, d'aider les gens. Donc si à Gaza, dans les années 80, je suis le Hamas. Charité, des actes de charité, le Hezbollah fait la même chose au Liban, tout le monde fait la même chose. Bien sûr. Charité. Donc je suis le Hamas dans les années 80, je vais voir les Israéliens, et ils ont un problème, les Israéliens, ils ont un problème avec l'OLP, ils ont un problème avec le terrorisme, ils ont un problème parce que les petits jeunes de Gaza n'ont pas de boulot, et ils sont dehors, ils sont pas occupés. Je lui dis écoute, aide-moi. Je dis Israël, aide-moi. Je vais les amener, je vais créer des écoles, je vais créer des mosquées. Au lieu d'être dans la rue et de faire du crime, ils vont être dans la mosquée. Et Israël va les aider. Et Israël va aider, parce que pour Israël, voilà ça comment, voilà, ils vont faire de la charité. C'est une organisation charitable qui va rentrer, ok, musulman, mais c'est pas grave, mais qui va rentrer les gens dans les écoles, qui va rentrer les gens dans les mosquées, qui va sortir les jeunes du crime. Éducation et religion, qui va aider les pauvres, qui va faire la soupe pour les pauvres. Au bout du compte, c'est une bonne idée. Mais ce que Israël rate dans les années 80, c'est qu'il y a une deuxième étape.
Et la deuxième étape, après qu'on ait convaincu les gens, et après qu'on ait récupéré les gens, c'est exactement ce que fait le Hezbollah au Liban, et exactement ce que font la majorité des mouvements musulmans. Après cela, la deuxième étape est le djihad, le mouvement violent, Donc, pour faire la guerre et pour attaquer est-ce que ce mouvement violent peut être remplacé est-ce que cette étape violente peut être remplacée par une étape qui est plus en douceur, où on veut tout simplement islamiser le monde de façon à les convertir? D'abord, c'est toujours en parallèle. Ok. C'est toujours en parallèle, et on voit ça aujourd'hui dans le monde entier, où il y a tous ces mouvements qui font des manifestations en France ou ailleurs. Ok, à Londres, en France, etc., qui essayent de convaincre par des manifestations, moi j'ouvre le YouTube et je vois les pubs, sauvez-nous les petits Palestiniens de Gaza. Ok, donc il y a cette étape qui existe toujours en parallèle, et en parallèle, quand pour eux il n'y a pas d'autre choix, les actions violentes. Il n'y a pas c'est pas, quand je parle de deux étapes, c'est d'abord au niveau chronologique, c'est deux étapes, parce que tu peux pas commencer par l'action violente, parce que sinon t'arrêteras tout de suite. Il faut que tu sois assez grand pour pas qu'on puisse t'arrêter. Mais les deux étapes existent en même temps. Et donc, en même temps, aujourd'hui, à Gaza, c'est pour ça aussi, par exemple, l'UNRWA, l'organisation de l'Officine des Nations Unies qui s'occupe des Palestiniens à Gaza, est totalement gangrénée par le Hamas. Parce que c'est un endroit qui est dictatorial où t'as pas le choix. Ok? Si t'es pas d'accord avec le Hamas, si tu vas contre le Hamas, on te bute. Et la deuxième chose, parce que il y a aucun problème où d'un côté, la même personne d'une main va aider les pauvres, et de l'autre main va tuer les homos. Donc on va avoir en fin de compte deux mouvements qui ont deux idéologies différentes, mais en fin de compte qui, pour eux, rêvent de la grande Palestine. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que et l'OLP et le Hamas... on le voit dans leur logo. Dans Exactement. leur symbole. Dans leur symbole. Au bout du compte, les deux ont les mêmes trois idées de base, les mêmes trois aspirations de base des Palestiniens. Le mouvement idéologique palestinien, le nationalisme palestinien est basé sur trois idées de base. La première idée, c'est El-Aqsa. Donc c'est Al-Aqsa, c'est le mont du temple, ok, à Jérusalem, qu'il faut à tout prix récupérer, il faut pas qu'il y ait les juifs personne n'a le droit de rentrer là-bas, il faut que ça soit sous souveraineté, et qu'ils voient vraiment comme le joyau de la couronne, et donc dans tous les symboles et de l'OLP, et du Hamas, et du djihad islamique, et dans tous les symboles, on verra la photo, donc du dôme du rocher. Et on l'a vu à Gaza dans toutes les maisons. Et dans toutes les maisons, il n'y avait pas une maison dans laquelle on est rentré à Gaza, où il n'y avait pas là-bas, et deux choses. D'abord, des choses qui appartiennent au Hamas, ok? Bien sûr. Donc des armes, dans toutes les maisons. Des Corans, beaucoup de Corans. Non, les Corans c'est normal, moi aussi j'ai la Bible chez moi. Oui. Mais des Corans il y a partout, mais on n'aura pas une maison où il y aura pas des éléments du Hamas, que ça soit des affiches, que ça soit des armes, que ça soit des n'importe quel élément. Et il y aura pas une maison où il y aura pas des éléments avec une photo de El-Aqsa, de la... Donc ça c'est le premier élément. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose qui est important, c'est que moi-même, dans mes opérations à Gaza, durant ces 3 derniers mois, j'ai rarement vu une image de la Mecque. On a remplacé un peu El-Aqsa. On peut dire ça comme ça. Si tu te promènes dans la vieille ville, tu verras souvent des images l'un à côté de l'autre. Mais oui, les Palestiniens, le mouvement national palestinien se voit comme le gardien de Al-Aqsa. Très bien. C'est ça, c'est vraiment, je veux dire, ils se voient, c'est la première chose, le gardien de Al-Aqsa. Et ensuite, il y a deux autres choses qui se relient entièrement, qui sont l'un dépendant de l'autre. C'est territoire et population. Donc territoire, c'est tout le territoire. De la rivière à la mer. De la rivière à la mer, exactement. De la rivière du Jourdain à la mer Méditerranée, c'est tout le territoire qui appartient à la Palestine. Et il n'y a aucune idée de renoncer à une partie de ce territoire. Absolument aucune. Ou de vivre en parallèle avec un État israélien. Pas du tout. Tout est truc. Et la deuxième idée, c'est le retour des réfugiés, de la Nakba, de la catastrophe. C'est le retour des réfugiés. Donc, pourquoi je dis que c'est en parallèle? Parce qu'au bout du compte, le territoire, c'est aussi l'idée de Tsumud, de s'accrocher au territoire, de pas quitter le territoire, ceux qui sont sortis doivent revenir, et ceux qui sont ici, ils ont pas le droit de sortir. Donc ça veut dire que l'OLP et le Hamas, sur ces 3 points-là, sont égales. Sont égales, il y a aucune différence sur ces 3 points-là, il y a aucune différence entre l'OLP et le Hamas, c'est 95% des Palestiniens, si c'est pas 99% des Palestiniens. Ces 3 points-là, c'est le consensus le plus total chez les Palestiniens. Il n'y a pas de nation, c'est la base du nationalisme. Il n'y a pas de palestinianisme, si tu veux, sans ces 3 idées de base. Ça n'existe pas. Pour eux, c'est les 3 idées de base. Et donc le Hamas veut donc virer. Alors l'OLP, il a aussi des idées. L'OLP tout simplement va sur une autre stratégie. D'abord l'OLP, ça fait pas partie des frères musulmans. Au contraire, il est d'obédience. Ils sont musulmans, hein. Ils vont à la prière, ils vont à la mosquée. Il y a pas de. C'est plus un côté de nationalisme. Et nationalisme même de gauche, parce que à l'origine ils étaient soutenus par l'URSS, etc. Donc c'est plus, et même un nationalisme de gauche, c'est plus, on va dire, ils sont rouges, c'est plus nationaliste, c'est un peu comme le parti Baas qu'il y avait en Syrie ou en Irak. Donc il y a moins d'idées, ils ne font pas partie des frères musulmans, ils mettent moins en avant l'islam, et donc ils peuvent utiliser des moyens différents
pour récupérer les 3 choses qu'ils veulent, donc le retour des réfugiés, et donc ils vont utiliser des moyens différents qui peuvent aussi être violents. L'OLP était une organisation terroriste jusqu'à les années 80. L'OLP, pendant la seconde intifada dans les années 2000, a fait partie de la seconde intifada, a organisé la seconde intifada, qui était énormément violente, qui a tué des milliers de civils israéliens. Avec le Hamas, bien sûr. On parlait avec le Hamas. Et aujourd'hui, après le 7 octobre, l'OLP, les dirigeants de l'OLP ont béni et ont dit bravo au Hamas sur ce qu'il a fait. Et chaque fois qu'il y a un membre du Hamas qui est tué par Israël dans la bande de Gaza dans les opérations militaires, ils vont faire ils vont faire le deuil. Et plus que ça, ils payent les terroristes du Hamas. Alors, revenons... Les terroristes du Hamas, ils gagnent de l'argent. Bien sûr. De l'OLP. Alors, revenons un petit peu en arrière. Donc, en 2005, on a le désengagement de Gush Katif, donc de tous les villages juifs de la bande de Gaza. Donc, Gush Katif, c'est pas seulement. Il y a Gush Katif et aussi un peu au nord. Mais en Samarie, mais on va parler de la bande de Gaza. Je parle du nord de la bande de Gaza. C'est là-bas, Dougit, etc. Il y a une bande de la bande de Gaza. Donc maintenant, moi, j'ai une question à te poser. Quand les villages, les juifs se retirent de la bande de Gaza, donc c'est Khatzdadi, donc ça veut dire c'est unilatéral. C'est unilatéral. Ceux qui prennent le pouvoir, c'est bien sûr l'organisme palestinien. Ok, donc c'est l'OLP à l'origine. C'est l'OLP à l'origine, mais qui s'appelle aujourd'hui donc l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne. Et non le Hamas au début. Non, le Hamas. L'idée, c'est de base, c'était comme ça. On se retire, donc c'est 15 000 personnes qui ont été virées manu militari de leur maison. Et je dis ça parce que moi, j'y étais en tant que jeune soldat. On a vraiment sorti les gens manu militari de leur maison, on les a tirés à l'extérieur. Les maisons sont détruites par l'armée israélienne. Et ce qu'on a laissé sur place, c'est 2 choses. C'est les synagogues, parce que c'est des endroits de culte. Et tous les serres agricoles. Les gens de Gush Katif faisaient de l'agriculture de pointe. Et vous savez, avec les Arabes qui étaient embauchés chez eux. Exactement. Donc il y avait une interaction économique, une bonne partie de l'économie palestinienne aujourd'hui aussi, et à Gaza et en Cisjordanie, est basée sur le travail avec Israël. Donc, énormément d'interactions économiques, énormément de trucs, mais on leur a laissé là-bas les serres de culture pour continuer en fait la culture de pointe et pour leur permettre. Et l'idée de base, c'était de dire on quitte Israël. Et en fait, c'était une sorte d'essai, une sorte de données. Qu'est-ce qu'on fait avec ce territoire? Maintenant, on reçoit un territoire qui est entier. C'est-à-dire, contrairement à la Cisjordanie, parce qu'à chaque fois, il y avait les reproches à Israël par rapport à la Cisjordanie, c'est de dire les Palestiniens ne peuvent pas se développer parce que comme les territoires A sont un peu déconnectés les uns des autres, et c'est un peu comme des îlots, comme ça, il y a toujours l'image d'une sorte d'îles qui sont reliées les uns les autres par des petites routes, etc. Donc ils peuvent pas vraiment se développer parce qu'ils n'ont pas de territoire contingent. Et en plus il y a Israël tout autour, n'est-ce pas? Il y a des villes, il y a des villes et des petits villages israéliens tout autour. Par contre, dans la bande de Gaza, c'est la première fois où ils vont être complètement seuls. Ils sont complètement seuls. Ils ont d'un côté la mer, où ils peuvent pêcher, où ils ont l'Égypte. Et de l'autre côté l'Égypte, et Israël, ils ont une frontière aussi avec Israël, mais aussi une frontière avec l'Égypte, et aussi une frontière, et la mer, donc ils sont vraiment un territoire qui est totalement entier, où on se retire totalement, on donne la clé à l'autorité palestinienne. Maintenant, tout ce territoire va devenir comme zone A, comme un équivalent de zone A de l'autorité palestinienne. Faites ce que vous voulez, on pouvait développer ce que vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, le jour où Israël quitte, toutes les synagogues sont brûlées. Bien sûr. Toutes les synagogues sont brûlées, ce qui était, c'est les endroits où les Juifs habitaient vont devenir où les Arabes vont venir habiter, construire des maisons, ou des bases militaires pour l'OLP et ensuite pour le Hamas. Les serres, etc., agriculteurs, la même chose, vont être détruites ou utilisées pour des bases militaires, pour des bases terroristes, donc du Hamas. On est en 2005. Et en 2007, on a vraiment le Hamas qui prend le pouvoir. D'abord, il y a eu des élections. Qui sont gagnées par le Hamas. Mais qui est refusé par... Mais l'autorité palestinienne refuse la victoire du Hamas. Maintenant, d'un côté, je veux dire, c'est pas démocratique, mais de l'autre côté, le Hamas, c'est un peu pire que l'autorité palestinienne. Je veux dire, il y a pas de... on parle d'une mouvance qui a une idéologie, désolé de le dire comme ça, mais vraiment nazie. Je veux dire, leur but, c'est de tuer tous les Juifs. Il y a pas de, et on l'a vu ça le 7 octobre dans les actes. Et donc, ils vont faire un coup d'État. Et donc, ils vont faire un coup d'État, mais que dans la bande de Gaza. En Cisjordanie, ils ne peuvent pas parce qu'il y a Israël qui est présente. En Cisjordanie, il y a Israël qui est présente, qui bloque cette sorte de coup d'État, mais ils vont faire un coup d'État dans la bande de Gaza. Ils vont prendre tous les gens de l'autorité palestinienne. Extrêmement violent. Ils vont prendre les gens de l'autorité palestinienne, les jeter défenestrer exactement autour à Gaza. Il y a énormément de grandes tours. Gaza, c'est pas du tout tel qu'on l'imagine. Gaza, avant le 7 octobre, c'est une ville, on l'a vu même 15 étages dans la ville, etc. C'est très développé, c'est très joli, il y a des belles maisons, ils vivent aussi bien que nous.
ils vont défenestrer, évidemment, à part ça, tous les homosexuels, etc. Il y a pas moyen. Un régime radical. Radical, terroriste, qui va tuer, donc il prend en 2007 le pouvoir. Depuis 2007 jusqu'en 2023, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que ce régime radical va commencer va tirer, donc, des roquettes sur Israël. Courte et longue portée. Au début, c'est plus court portée. En plus, ça va devenir de plus en plus longue portée. Je me rappelle la première fois que les roquettes sont tombées sur Jérusalem. C'était, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et il va avoir ce qu'on appelait en hébreu des tours. Des tours, qu'à chaque fois, il va avoir tous les 2-3 ans, des missions. On a une roquette, Israël attaque la bande de Gaza, ou en rentrant militairement sur le terrain dans la bande de Gaza, et en se retirant après en faisant juste une sorte d'attaque, et sur le terrain on rentre dans la bande de Gaza, on explose quelques immeubles, et on revient en arrière, ou que par l'aviation. Mais en tout cas, tous les trucs, et qui se finissent à chaque fois par un cessez-le-feu. Et déjà en 2008, après la première grande mission Plomb durci, exact, on commence à découvrir ces premiers tunnels. Exactement. Qui sont d'abord pour cacher les rampes de lancement, et plus tard qui vont évoluer avec une deuxième ville souterraine. Exactement. De Donc, plusieurs centaines de kilomètres. Ça commence même avant. Faut bien comprendre. Les premières roquettes sont tirées même avant 2005. C'est des petites roquettes artisanales, donc même avant 2005, les premières roquettes sont tirées. Pendant qu'il y a encore des villages juifs. C'est des mortiers. On appelle ça des mortiers. Non, c'est des roquettes. Il y a des mortiers depuis longtemps. Et aussi des roquettes qui sont commencées à tirer. Donc ça commence vraiment en 2003-2004. Et ensuite, mais il y a une différence avec la Cisjordanie qui est en fait l'opération Rempart, qui a pas eu là-bas. Mais on va pas dans un instant. En 2002. 2002. Donc, ces premières roquettes, les premiers tunnels commencent aussi à l'époque de la seconde intifada, où pour attaquer en fait les bases israéliennes, les forts israéliens, les villages israéliens. Les Palestiniens commencent à creuser des tunnels. Mais il faut bien comprendre, pour parler des tunnels, il faut comprendre pas seulement la géologie de la bande de Gaza. Du sable. C'est que du sable. On a des centaines, t'as du sable et une zone phréatique sous le sable. Donc, tu peux creuser et tu creuses très facilement et tu mets une chape de béton dans ton trou et t'as un tunnel. Vraiment, vraiment très facile de creuser des tunnels. Et donc, on a énormément de problèmes de tunnels. Et depuis 2008 et plus avant, on a énormément d'attaques qui sont faites, en fait, si on a une barrière autour de la bande de Gaza, Israël construit au début, il n'y a pas de barrière. Ensuite, on fait une barrière. Ensuite, on fait une voile de patrouille. Ensuite, une barrière plus haute. Il construit dessous. Il y a une autre barrière. Au début, il y a aussi un périmètre que les Palestiniens n'ont pas le droit de s'approcher de la barrière. Qui vont enfreindre, bien sûr. Qui vont enfreindre sans problème. Et ensuite, il y a la Cour suprême israélienne qui va interdire à Israël d'avoir un périmètre. Donc, ils disent non, les Palestiniens ont le droit d'arriver jusqu'à la barrière. Il va y avoir énormément d'attentats, énormément d'attaques. Et donc, c'est un peu, c'est une sorte de feu que des fois, la plupart du temps, il est bas. De temps en temps, il monte un peu plus haut. On riposte, etc. On riposte. Une sorte mais au bout du compte, la situation stratégique ne change pas. C'est un yo-yo qui dure depuis, en fait, les années 2000. Depuis 2007, un yo-yo qui dure, qui a commencé avant. Dans la grande différence avec la Cisjordanie, et ça va comprendre, si j'arrive en l'an 2002, Cisjordanie, Judée-Samarie, et la bande de Gaza sont dans la même situation. Et à la Intifada, les mêmes sortes d'attaques, les mêmes trucs. La Cisjordanie a une frontière avec l'Égypte, c'est vrai, sur laquelle on peut construire des tunnels, mais elle est petite. La bande de Gaza. La Cisjordanie a une énorme frontière avec la Jordanie, donc là aussi on peut passer des armes. Donc on a exactement la même situation au niveau militaire, au niveau stratégique, entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Exactement la même situation, je suis en 2002. En 2002, Israël fait ce qu'on appelle l'opération Rempart, où on va rentrer dans tous les villages et villes palestiniennes de Cisjordanie pour arrêter les terroristes. Voilà. C'est une des plus grandes opérations, une opération très très réussie. On va rentrer, on va passer d'une maison à l'autre. Un truc, c'est qui va réduire de façon drastique plutôt le nombre de terrorisme, et on a réduit de à peu près 98% le nombre de terroristes qui arrivaient depuis la Cisjordanie. On est passé vraiment de 1500 civils israéliens tués par an à quelques-uns. Vraiment, je parle par an. Donc on a l'opération plus la construction de cette... Donc on a la construction aussi de la barrière de sécurité autour de la Cisjordanie, mais vraiment ce qui va faire la différence, c'est l'opération. Bien sûr. Parce que à Gaza aussi on a une barrière. Donc on peut pas dire que la barrière c'est ça qui va faire, parce qu'on a aussi une barrière à Gaza. Mais à Gaza il n'y a pas eu l'opération. Mais à Gaza il n'y a pas d'opération. À Gaza il n'y a pas d'opération en 2002. Entre 2002 et 2005, en Cisjordanie, la situation devient de plus en plus tranquille. L'intifada est étouffée n'existe plus, il y a de moins en moins d'intifada, et Mahmoud Abbas remplace Yasser Arafat, tout change. Mais le Hamas est de plus en plus présent dans la bande de Gaza. Mais le Hamas est de plus en plus présent,
Et en 2005, plan de désengagement. En 2007, le Hamas prend le truc. Donc en fait, on a la même situation dans les années 2000, le même diagnostic, deux manières différentes. C'est comme tu vas voir un médecin. T'as les deux personnes, les deux ils ont la grippe. À l'un il donne un médicament X, à l'autre il donne un médicament Y, et on voit la différence 20 ans après. Et on voit la différence 20 ans après, jusqu'à l'attaque du 7 octobre, où le Hamas, avec tous les problèmes qu'il y a eu à l'attaque du 7 octobre, rentre et tue des milliers de personnes avec des images, des trucs de dingue qu'on peut pas imaginer, que l'être humain ne peut pas imaginer. Ce qui est incroyable, c'est que cette attaque-là est nommée en arabe la tornade d'Al-Aqsa. Tout est autour de l'Aqsa. Tout va être autour de l'Aqsa. À chaque fois, c'est parce que l'Aqsa, c'est la seule manière de faire révolter et la seule chose qui va faire appel aux Palestiniens, c'est l'Aqsa. Qui va les regrouper. Donc ça veut dire que ce n'est pas un conflit qui est politique, c'est un conflit qui est religieux, en fin de compte. Pour les musulmans, il n'y a pas de différence. C'est clair. Dans l'islam, il n'y a pas de différence entre politique et religieux, et je rappelle aussi que nous aussi, on est juifs. C'est et notre religion, et notre nationalité. Donc on est dans un conflit, c'est français de dire. C'est un conflit qui est culturel, qui est religieux, et politique, c'est tout en même temps. Territorial, c'est tout en même temps. Il y a pas, c'est sur tous les plans. C'est un mélange. C'est un mélange. Donc l'idée de base, c'est que tout va être toujours autour de l'Aqsa, tout va se concentrer autour de l'Aqsa, et on l'a vu. D'abord, qu'est-ce que c'est palestinien? Je pensais pas qu'on en parle aujourd'hui, qu'on parle de la Palestine de Gaza. C'est important. Mais qu'est-ce que c'est un Palestinien? Donc on sait qu'en 48, il y a pas de Palestiniens. Les Palestiniens, c'est tous ceux qui habitent en terre d'Israël. Donc il y a des Juifs palestiniens, et des Arabes palestiniens. La Palestine mandataire. Le Palestine Post est un journal juif, la Banque de Palestine est la Banque juive, et le Front de Libération de Palestine est une organisation sioniste. Ok? Donc on n'a pas de Palestiniens. L'OLP n'est créé qu'en 1964. Ok. Donc qu'est-ce que c'est? Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que c'est un Palestinien aujourd'hui? Qui se reconnaît en tant que Palestinien aujourd'hui? Aujourd'hui, un Palestinien, c'est tout habitant arabe qui habite dans ce qui était la Palestine mandataire. Donc alors, il y a les citoyens de l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Il y a les habitants de Gaza qui sont sous contrôle du Hamas dans Gaza. Il y a les habitants de Jérusalem qui sont résidents à Jérusalem et qui sont pas citoyens israéliens sans être citoyens, mais ils sont pas non plus citoyens palestiniens. Et les Arabes israéliens. Et les Arabes israéliens. La majorité des Arabes israéliens. Tu dis, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, je suis palestinien. On met de côté, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'on peut dire, ça change rien. Au bout du compte, c'est leur réalité. C'est leur réalité. Dans leur réalité, ça. Et ce qui est important pour eux, c'est l'Aqsa. Donc, même, pendant la construction, quand les Palestiniens, peut-être faudrait qu'on fasse, j'ai fait dans l'épisode du Monde du Temple, on en a parlé, des écuries de Salomon qui vont construire, c'est les Palestiniens des Arabes, les Arabes palestiniens, les Arabes israéliens, qui ont emmené les pierres et qui ont fait participer à la construction. En mai 2021, il y a 2 ans, si tu te rappelles pas, le jour de la fête de Jérusalem, où c'est qui commémore la libération de Jérusalem pour Israël, et en 1967, le Hamas tire à 5 heures de l'après-midi un missile vers Jérusalem qui provoque une opération militaire, qui provoque un nouveau conflit entre Israël et le Hamas, parce qu'on a aujourd'hui, mais un conflit qui à l'époque était waouh, qu'est-ce qui se passe? Et on a toute la population arabe israélienne qui se révolte et qui attaque leurs voisins. Moi, j'étais à Lod. J'ai raconté ça dans le dernier épisode. J'étais à Lod et vraiment, tu rentres, dans le même immeuble, il y a des Arabes et des Juifs qui habitent les uns à côté des autres, maison à côté de maison, et les habitants arabes ont attaqué leurs voisins juifs. C'est des gens qui vivent ensemble parce que c'est l'Aqsa. Parce que donc c'est important. L'intifada, la seconde intifada, ça va être l'intifada. Il y a que nous qui appelons ça l'intifada. L'intifada est l'Aqsa. Ça va être le 2 juillet l'Aqsa. Tout va être l'Aqsa. Mais déjà en 1920 et 21, quand Khalid Jamil al-Husseini va vouloir regrouper les Arabes contre les Juifs, ça va être autour, encore une fois, de l'Aqsa. Quand Saladin va vouloir regrouper le monde musulman contre les croisés, il va utiliser l'Aqsa. Quand Soliman le Magnifique il va utiliser l'Aqsa. C'est pas quelque chose de récent. C'est juste qu'aujourd'hui, avec Al Jazeera, avec le Qatar, avec les frères musulmans, etc., donc ça devient ça devient un big deal. Mais au bout du compte, oui, l'Aqsa est au centre des choses. Donc, pour revenir à Gaza, donc on a en fait donc si on reprend un peu, si je fais un peu un résumé. J'aimerais juste dire une petite chose avant le résumé. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand moi et Nissim, on a combattu à Gaza pendant 3 mois, on peut voir 2 choses qui sont assez intéressantes. Donc on a donc comme on l'a dit, le Hamas avec leur symbole qui est l'Aqsa. Donc la volonté de reprendre et la carte, partout la carte de la Palestine, de toute la Palestine. Et donc d'un côté, c'est le mouvement qui va gérer la bande de Gaza, qui va pousser tout le monde pour revenir et reprendre l'Aqsa. Et de l'autre côté, chaque habitant, même qui n'est pas spécialement, qui n'a pas la sympathie avec le Hamas, ou qui n'accepte pas le Hamas, mais qui ne le dira pas, chaque habitant a aussi, dans son appartement, la photo de l'Aqsa. Ça veut dire que Hamas ou non,
population même qui est anti-Hamas, ils ont tous la même idéologie, c'est de reprendre le lieu saint à Jérusalem. Exactement. L'idéologie de base, tu ne peux pas être palestinien si t'as pas l'idéologie de base que toute la Palestine t'appartient, et pas aux Juifs, il faut pas qu'il y ait d'État juif du tout. Si t'as pas l'idéologie de base que les réfugiés de 48 doivent revenir, leurs petits-enfants, leurs enfants doivent revenir, et si t'as pas l'idéologie de base que El-Aqsa est un endroit musulman et qu'il doit être que musulman. Il y a pas de tu peux pas être vraiment palestinien si tu crois pas à ces trois choses-là. Alors, faisons ensemble un résumé. Donc, on va faire un résumé de Gaza, juste un petit résumé historique, ok? Donc, avant 48, la ville de Gaza, porte d'entrée de la Palestine, qui se retrouve en Palestine mandataire, juste à la frontière avec l'Égypte. Quelques kilomètres au nord de la frontière. 30 kilomètres au nord de la frontière d'Égypte. 48, et l'Égypte conquiert, occupe, une bande de terre qui arrive jusqu'à la ville de Gaza, qu'on appelle la bande de Gaza parce que c'est la ville principale. 56, Israël conquiert la péninsule du Sinaï, la bande de Gaza, mais l'abandonne après quelques mois. 67, Israël conquiert et l'abandonne pas cette fois-là jusqu'en 2005. Donc en 67, Israël conquiert, occupe la péninsule du Sinaï. La péninsule du Sinaï, donc il y a les accords avec l'Égypte. Début en 81, on est plus et il reste que la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza, Israël va construire là-bas des implantations sèches colonies, à peu près 15 000 habitants qui vont habiter là-bas jusqu'au début des années 2000. 95, les seconds accords d'Oslo, donc zone A, B et C. Et le Hamas qui prend depuis les années 80, qui prend de plus en plus d'ampleur, avec le cheikh Ahmad Yassin, qui au bout du compte va être éliminé par Israël. Le Hamas va prendre de plus en plus d'ampleur. En 95, donc on a les accords d'Oslo, avec les différentes zones. 2000, seconde intifada El-Aqsa, seconde intifada. 2002, en Cisjordanie, l'opération repart qui ne se fait pas à Gaza. Donc l'hostilité continue. Donc ça continue à bouillir. Et le Hamas qui prend de plus en plus de force. 2005, le désengagement de Gaza, où on parlait maintenant, on va faire de Gaza, les Arabes vont faire de Gaza un émirat, un Singapour moderne. Ils avaient tout ce qu'il faut pour faire un Singapour moderne. Et il y a le monde entier qui a versé des milliards d'euros et de dollars. On l'a vu, l'UNRWA qui finance ses hôpitaux, qui finance les sacs de farine, qui finance les écoles. L'UNRWA finance tout parce que la plupart des Gazaouis sont des descendants de réfugiés, donc sont sous le contrôle de l'UNRWA, ils peuvent rien faire d'autre. Et on a plus d'hôpital dans Gaza que dans beaucoup de pays arabes. Exactement. Okay. Et l'argent donc n'est pas donné à la population, mais pour des fins détournées, pour des fins terroristes, etc. Donc on a vraiment et pour les poches des dirigeants. Des dirigeants, bien sûr. Donc on a en 2005 donc, des engagements de Gaza. Tout Israël quitte jusqu'au dernier centimètre. Depuis on a des guerres, on va dire des opérations. À tous les 2-3 ans où on a vraiment ils nous tirent des roquettes dessus, on riposte, ils nous tirent des roquettes dessus, on riposte, et jusqu'au 7 octobre où qui s'est passé, tout le monde le sait, au 7 octobre, le Hamas donc qui envahit en fait Israël, tue 1500 personnes, à peu près 1500 personnes, et le fait c'est pas seulement qu'ils ont tué, c'est la manière que ça s'est passé, c'est vraiment des crimes, un massacre. Et c'était un massacre comme à Hébron en 1929. Même pire, je veux dire, c'est de prendre je veux pas donner des trucs graphiques aujourd'hui, mais vraiment c'est des choses que l'être humain ne peut pas imaginer. Il y a des témoignages des gens qui sont entrés dans les maisons là-bas et qui ont vu des familles entières tu vois, on peut pas imaginer la cruauté de ce qui s'est passé. C'est vraiment les nazis ils travaillaient de manière très sceptique. Les nazis travaillaient de manière très sceptique. Ils tuaient les juifs, mais de manière le plus sceptique possible. Et c'était plus digne. Voilà, et les Waffen-SS, c'est pas Gruppen qui tuaient les juifs par balle. En Russie, ils devaient boire de l'alcool avant et après. Bien sûr. Là, les gens du Hamas, ils étaient pas drogués ni rien. Et ils ont fait des choses que les Gruppen, ils faisaient pas. Et les Gruppen, ils prenaient un juif, ils lui tiraient dessus. Tu peux pas imaginer la cruauté de ce qui s'est passé pendant des heures et des heures. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui étaient sûrs à la base que tout allait bien se passer puisqu'on a ouvert un petit peu les frontières à tous les travailleurs de Gaza vers Israël. C'était la conception. Ce qu'on appelle la conception, c'est le fait de dire que Israël dit. Et l'Israël, en fait, le grand problème d'Israël et le grand problème de tout le monde, c'est qu'on imagine l'autre avec les mêmes valeurs. Que les mêmes valeurs que toi. Tu imagines que l'autre a les mêmes choses qui sont importantes pour toi. Donc tu te dis pour Israël, qui est un pays moderne, un pays qui est au Moyen-Orient, mais qui est un pays occidental. C'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour nous? Pour nous, c'est que le maximum de gens vivent. On veut pas de mort, n'est-ce pas? Et on veut bien vivre.
C'est ça qui est important pour nous. C'est que mes gosses, ils ont été à l'école, qu'ils ont une bonne éducation, qu'ils vivent bien, que j'ai de l'argent, que je puisse acheter mon ordinateur, que je puisse acheter que je puisse jouer avec ma PlayStation, que je sais, qu'à la fin du mois, j'ai assez d'argent pour pouvoir prendre ma femme dans un bon restaurant. C'est ça qui est important, n'est-ce pas? Donc, on imagine que pour les Gazaouis, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'Israël fait? Ok, on va vous payer c'est un peu du racket. Ok, pour pas que vous nous attaquiez. On va payer le Hamas, et comme ça, le Hamas pourra reconstruire Gaza après la dernière opération qui était il y a quelques années, de 2021, pour pouvoir reconstruire. On va payer beaucoup, on va donner de l'argent au Hamas. En fait, c'est de l'argent du Qatar qui arrive, Qatar qui est un pays qui est totalement des frères musulmans, qui arrive dans Hamas, et le Hamas va reconstruire, et le Hamas maintenant est occupé à reconstruire la bande de Gaza, à occupé. Je me rappelle à l'armée, j'avais une discussion avec le commandant de la région sud d'Israël, okay, et qui nous disait, un terroriste qui veut rentrer chez lui le soir, voir sa femme et dormir dans un bon lit de plumes, il va faire moins de terroristes l'idée c'est qu'ils veulent attendre leur salaire, et donc, ça baisse, améliorer leur niveau situation, de vie, etc. Et le Hamas joue le jeu. Depuis 2-3 ans, le Hamas joue le jeu, fait passer les messages. Oui, donnez-nous de l'argent, on est en train de reconstruire. Là, pour l'instant, on va pas vous attaquer, on est occupé à reconstruire, on est occupé à s'occuper des infrastructures de Gaza. Et donc nous, on reçoit des travailleurs qui viennent construire. Et au contraire, les travailleurs qui viennent construire, ça fait partie de la stratégie d'Israël d'améliorer le niveau de vie de Gaza, parce qu'un travailleur qui arrive depuis Gaza, qui vient travailler en Israël, a un meilleur salaire que s'il était à Gaza. Et il va aussi voir ce qui se passe en Israël. Il va voir ce qui se passe en Israël, et plus que ça, l'idée c'est de dire, il reçoit un meilleur salaire, donc ça améliore le niveau de vie à l'intérieur, ça fait rentrer de l'argent à l'intérieur, et en plus il a de quoi aspirer. Bien sûr. Quand il va travailler dans un kibbutz, à 100 mètres de la bande de Gaza, il va voir comment les gens ils habitent dans le kibbutz, les jolies maisons, la piscine, etc. Il va se dire, moi aussi je veux la même chose. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là, ils ont pas dit moi aussi je veux la même chose. Ils ont dit, je suis dans le kibbutz, donc on va voir où est-ce qu'il habite le responsable de la sécurité, où est-ce qu'il habite l'équipe de sécurité, comment je peux rentrer. Les plans étaient extrêmement détaillés. Des plans extrêmement détaillés, et vraiment, ça, évidemment que c'est un énorme échec des renseignements israéliens, énormément, qu'on peut pas imaginer à quel point l'échec. Mais au bout du compte, c'est les travailleurs eux-mêmes qui sont venus, et qui ont tout rapporté, qui savaient exactement où chacun était, etc. Mais c'est même travailleur parce que pour nous, on a la valeur de la vie, mais c'est pas leur valeur. C'est une guerre de valeurs. Tout simplement, une guerre de culture. Une guerre de culture, une guerre de valeurs, une guerre de religion, il faut bien comprendre. Il y a un culte de la mort. Un culte de la mort qui est total. Moi, j'ai entendu une fois un interview d'un arabe de Gaza qui est devenu juif, qui s'est donc converti, et qui a dit qu'il était pendant plusieurs années, pendant 7 ans, dans une école à Gaza, pour devenir un shahid. Et qu'on le faisait dormir dans les tombes. Ouais, dans les tombes. Pour s'habituer à la terre et s'habituer à la mort et être prêt pour entrer dans le paradis. Donc ça veut dire que toute cette éducation, elle commence dès l'enfance. Dès l'enfance, ça faut bien comprendre. Le Hamas est au pouvoir depuis 2007. Et même avant ça, il s'occupait beaucoup d'éducation. Donc disons, même si on prend que depuis 2007, ça fait 16 ans. Il y a des gosses qui ont 16 ans aujourd'hui et qui ont jamais connu d'autre pouvoir que le Hamas, qui est un pouvoir totalitaire, qui s'occupe de toute leur vie. Et malheur à celui qui s'oppose au Hamas. Et malheur à celui qui s'oppose et qui leur donne une éducation la plus extrémiste qu'on puisse imaginer. C'est ça l'idée. Et donc maintenant, l'idée des Européens, c'est de dire, ok, donc on va virer le Hamas et on va amener l'OLP. Ce qui est sympa, mais comme on a dit, l'OLP, en fait, il y a plusieurs problèmes avec les demandes européennes par rapport à Israël. La première demande européenne, c'est l'aide humanitaire. C'est même une demande de la Hague. Okay. Et le problème, c'est que l'aide humanitaire, puisque ça arrive chez les Palestiniens, qui gère les Palestiniens aujourd'hui? C'est le Hamas. On a dit que le Hamas, il fait les deux fonctions, et la fonction charité, éducation, etc., et la fonction terrorisme. Donc, et à qui donne pour eux, c'est plus important de donner aux terroristes, c'est plus important que le civil, parce qu'ils combattent contre Israël. Donc, en gros, toute aide humanitaire qui rentre à Gaza, et je l'ai vu par mes propres yeux, dans Gaza, toute aide humanitaire est récupérée directement par le Hamas pour aller dans les tunnels, pour aller vers les terroristes du Hamas. Donc, en fait, l'aide humanitaire n'est pas une aide humanitaire, c'est du soutien logistique au Hamas. Et ça, c'est une demande. Donc, le Hamas a pu développer toute la branche militaire, sachant que l'UNRWA s'occupe et soutient tout le côté exactement. On va dire alimentaire. J'ai pas besoin de m'occuper de ça, c'est l'ONU qui est responsable. C'est ça. C'est pas moi qui le dis, c'est un des responsables du Hamas qui l'a dit dans une interview il y a quelques mois. Donc ça, c'est d'un côté, ce côté-là. Le deuxième chose qu'on nous demande, c'est on nous dit ok, vous faites la guerre, mais vous pouvez pas rester là-bas sur place donc d'abord c'est ça, parce que dès qu'on se retire, Hamas reprendra le pouvoir. Parce qu'au bout du compte, le Hamas est soutenu par la population
dans la bande de Gaza, on parle de 60-70% de la population qui soutient le Hamas. Énorme. Et en Cisjordanie, 80%. Parce que comme l'OLP est totalement corrompu, donc ils voient le Hamas comme une alternative moins corrompue à l'OLP. Et l'OLP a peur que le Hamas prenne Évidemment que les l'OLP rênes prenne les rênes. en Judée-Samarie. Donc on a vraiment un soutien total de la population. Donc c'est évident que le Hamas, donc ça sert à rien. On s'est retiré par exemple du nord, Israël s'est retiré d'une partie qu'elle a conquis là pendant ces opérations dans le nord de la bande de Gaza. Il y a des missiles qui ont été retirés des mêmes endroits. Incroyable. Qui ont été tirés sur Israël. On l'a vu à Betranoun et à Gaza. Donc et la deuxième chose, c'est que si Israël n'a pas de gain territorial dans la bande de Gaza, pour les Palestiniens, ils ont gagné la guerre. Parce que les Palestiniens se fichent, on a dit, il y a un culte de la mort. Ils se fichent complètement du nombre de morts de tués. C'est encore une fois voir les autres dans la valeur que tu vis. C'est-à-dire, toi, pour nous, le nombre de tués chaque fois qu'il y a un soldat qui est tué, c'est, la fin du monde, ok? Mais pour eux, ils s'en fichent. Au contraire, c'est un shahid. Pour eux, c'est un saint. C'est un saint, c'est un shahid. C'est un shahid, ça veut dire qu'il témoigne de la, ils vont complètement à l'envers de l'envie, de survie de l'humain. Exactement. Donc, le fait est que pour le Hamas, au contraire, pour la population palestinienne, chaque mort est un shahid. Au contraire, ils sont prêts à tuer. Donc, même si maintenant, Israël a tué à peu près 20% des terroristes du Hamas. Même si on tue 80%, même 90%, même si on tue tous les terroristes du Hamas, ça change rien. L'idée est toujours là. Et si on se retire, et plus que ça, puisque l'idée est palestinienne. Et au niveau territorial, si Israël n'a pas de gain territorial, pour les Palestiniens, ils n'ont pas perdu la guerre. S'ils n'ont pas perdu la guerre, c'est-à-dire que le 7 octobre valait le coup. Ils ont réussi à tuer des juifs, ils ont réussi à occuper, ils ont fait une énorme truc qu'aujourd'hui dans le monde musulman entier, on dit bravo, 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 bravo. Et ils ont rien reçu puisque, encore une fois, le nombre de bâtiments que tu détruis, le nombre de tués que tu tues, ça sert à rien. Ils s'en fichent. Ce qui les intéresse, la seule chose que tu peux leur prendre et qu'ils vont dire j'ai perdu la guerre, c'est que tu prends du gain territorial. Mais le monde entier nous dit vous n'avez pas le droit de prendre du gain territorial, les Américains, les Européens nous disent des trucs. Et en plus, on dit oui, la solution c'est un État palestinien. C'est-à-dire quoi un État palestinien? C'est-à-dire qu'on va faire à Gaza ce qu'on a fait en 2005 on va faire en Cisjordanie ce qu'on a fait en 2005 dans la bande de Gaza. Ce qui est ridicule. C'est-à-dire au contraire, il faut bien comprendre. Autour de la bande de Gaza, dans les 20% de la bande de Gaza, il y a combien de juifs qui habitent? 50 000, 60 000 à peu près. Environ 50 000, 60 000. De ces 60 000 là, on a eu 1500 tués. Ok, incluant 300 soldats, on va dire, qui étaient en poste, mais au moins 1200 et 1200 civils qui ont été tués, massacrés, plus que tués, massacrés totalement avec des choses horribles, violés, massacrés, tout ce qu'on peut imaginer. Et ça, ils sont arrivés, les militants du Hamas, les terroristes du Hamas, sont arrivés à Ofakim, qui est à 21 km du Hamas. On faut bien comprendre, entre Kalkilia et la mer, à Netanya, moins de 15 km. Moins de 15 km. Ça veut dire que demain, si on a un État palestinien qui va naître en Judée-Samarie, des mortiers de courte portée qui pourront toucher Tel Aviv. C'est plus que ça. D'abord, il faut, si on a viré Manu Militari 15 000 bonhommes de leur maison à Gaza, là on parle d'un demi-million de personnes. Ok, donc c'est demander l'exode ou demander de virer un demi-million de personnes. Deuxième chose, comme tu as dit, un obus de mortier peut bloquer l'aéroport d'Israël. Moins de 10 km. Moins de 10 km. Troisième chose, 80% de la population israélienne se trouve à moins de 20 km de la ligne verte. Et je veux dire, c'est ridicule. C'est quelque chose que, évidemment, le 7 octobre, si avant le 7 octobre, il y avait beaucoup d'Israéliens qui parlaient d'une solution de 2 États, etc. Aujourd'hui, le 7 octobre, au contraire, a convaincu de manière la plus totale la population israélienne. Il n'y aura pas 2 États. Alors quelle est la solution? Après, c'est une question démographique. Au bout du compte, j'ai fait un petit film d'1 minute il y a quelque temps. J'ai dit, au bout du compte, de quoi on parle? Il y a 3 solutions, ok? Première solution, c'est de se retirer unilatéralement. On a vu ce qui s'est passé à Gaza. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Deuxième chose, c'est de se retirer de manière multilatérale en faisant un accord avec les Palestiniens. Le problème, c'est que l'OLP n'est pas prêt à faire un accord. Ok, parce que ils sont pas prêts à renoncer à ça. Ils sont pas prêts à renoncer au retour des réfugiés. Ça n'arrivera pas. Et la deuxième chose, c'est même s'ils seraient d'accord, le jour où tu fais ça, l'OLP, les gens de l'OLP se font buter, et l'après-midi même, le Hamas prend le pouvoir en Cisjordanie. On est bien d'accord. Et donc, il va se passer exactement ce qui s'est passé à Gaza. Alors, maintenant, si tu demandes aux Européens pourquoi il faut un État palestinien, ils vont te dire c'est une question de justice, l'autodétermination, etc. Mais si on a un Israélien de base, pourquoi tu veux un État palestinien? L'argument des Israéliens qui vont vouloir un État palestinien, ce sera toujours la démographie. Entre la mer et le Jourdain, aujourd'hui 57-60% de juifs, on va dire 40% de 40 et quelques pourcents d'arabes. Je parle et des arabes israéliens et des palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem, etc. Et donc on a peur qu'il y ait une majorité palestinienne, qu'il y ait une majorité arabe, et dans ce cas-là, on ne pourra pas avoir d'État juif, parce que pour avoir un État nationalement juif, il faut une majorité. Donc le problème est démographique. Donc si le problème est démographique, il faut
c'est-à-dire qu'Israël, au bout du compte, la majorité des Israéliens commencent et pensent à des situations, à des solutions démographiques. Bien sûr. Et la solution démographique, c'est de permettre aux Palestiniens qui veulent quitter, de quitter. Alors, pour un Européen, je sais que c'est un scandale, un truc, mais s'ils veulent, laisse-les. Et ceux qui restent, les rendre résidents israéliens. Ou même au bout du compte, ils auront la citoyenneté israélienne, comme les Arabes israéliens ont la citoyenneté israélienne. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de s'horrifier à chaque fois qu'on parle de permettre aux Palestiniens de quitter, de ceux qui veulent quitter, je parle pas maintenant de virer les gens, de ceux qui veulent quitter, comme à Gaza, la plupart des gens de Gaza veulent quitter pour l'Égypte, de quitter. Quand il y avait 1 million de réfugiés depuis la Syrie, les Européens, personne n'a dit en Europe, non, on va pas les recevoir. Au contraire, ils ont voulu les recevoir, mais dès que c'est parle des Palestiniens, non, on n'est pas prêt à les recevoir. Et surtout qu'il y a beaucoup de familles de Palestiniens qui viennent, comme on l'a dit, d'Égypte, du Liban, de Jordanie, il y a 200 ans. Mais bon, on va dire... Au bout du compte, ça change rien. Au bout du compte, ça change rien. Il y a énormément de Palestiniens qui veulent quitter. Donc il faut le laisser. Et est-ce que les pays arabes sont prêts à les accepter? Que ce soit les pays arabes ou les pays occidentaux. Mais c'est totalement illogique de ma part de dire que quand un Syrien veut quitter la Syrie parce qu'il y a une guerre civile, on ouvre grand les portes, il faut à tout prix ouvrir les grandes portes, et pourquoi tu ouvres pas les portes? De l'autre côté, quand un Palestinien veut quitter la Palestine, on laisse pas parce que Israël. C'est ridicule. Non, je dis pas de virer les gens de la militaire, c'est ça la deuxième chose. Deuxième chose, c'est de faire des bébés. Oui. Et Israël fait des bébés. Et la troisième chose, c'est évidemment que les Juifs du monde, et ça c'est un programme sioniste, que les Juifs du monde viennent habiter en Israël. On a environ combien de Juifs aujourd'hui dans le monde? On va dire on a 12 millions, 13 millions de Juifs. Non, ça dépend de la définition. En Israël, on a environ 8 millions de Juifs. On a à peu près, non, 6 millions et quelques. 6 millions? 6 millions, 7 millions. Ah 7 oui, millions. On a 25%. 7 millions, parce qu'on a aussi 1,5 million d'Arabes. 7 millions. 7 millions. Donc, on a à peu près, on va dire moitié, moitié de la population juive, un peu plus en Israël que dans le reste du monde. On a 6 millions dans le monde. 6 millions, on va dire 7 millions en Israël, plus ou moins. Maintenant, ça dépend qu'est-ce que tu considères comme juif. Il y a aussi, il y a énormément de trucs. Mais au bout du compte, oui, l'immigration juive et le boost de la démographie israélienne. Maintenant, encore une fois, c'est une question idéologique. Et c'est une question de dire, est-ce qu'on est pour, au bout du compte, les gens qui vont nous écouter, ils vont pas sionistes, dans tous les cas. Mais moi, je donne mon point de vue sioniste, là, ok? Je suis pas en train de dire, je suis l'ONU et je suis en train de, point de vue sioniste. Et aussi le point de vue logique. Au bout du compte, ici, on a une guerre qui est contre un État, une sorte de mini-État qui est totalement nazi. Et pas... Donc, en gros, de quoi on a parlé? On a parlé de l'histoire. De géographie un petit peu. De géographie, on a parlé de l'histoire de Gaza, on a parlé de l'histoire de Gaza ensemble, on a parlé de la population de Gaza, on a parlé de l'histoire de Gaza moderne, donc c'est de 48 et jusqu'à aujourd'hui l'histoire moderne politique, on a parlé de ce qui s'est passé avec le Hamas, on a parlé de population, de géographie, je pense qu'on a fait un petit topo, et voilà, j'espère que tu aimerais revenir dans le podcast, et que c'est tapé. On se reverra pour le prochain podcast. On se reverra pour le prochain podcast. Je vais rajouter ta photo sur l'épisode. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et, comme vous savez, il y a le site nissimslama.com. Et, j'ai un Patreon aussi si vous voulez aider. Au niveau de l'audio, de notre audio, évidemment, on travaille avec un ordinateur et un petit micro et à 100 balles. Donc, ne nous en voulez pas trop pour l'audio. On espère qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Et voilà. À la prochaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer.